Très bien. Donc pour la préparation, je rappelle, ça sera une, comment dirais-je, une révision, un rappel de ce que nous avons vu en S4. Hein. Et donc, j'ai dit tout à l'heure qu'on a terminé le programme de l'année dernière de S4 par étudier la fonction alcool, qui est une fonction monovalente. Et lorsqu'on a parlé de la réactivité de cette fonction monovalente, parmi les réactions qu'on peut faire, ce sont des réactions qui vont nous donner des cétones ou bien des aldihydes. Et ces cétones et aldihydes, on les a obtenus par des réactions d'oxydation ménagée. D'accord? Donc là, on va parler de l'oxydation ménagée des alcools. Donc on parlera d'oxydation ménagée des alcools lorsque la chaîne carbonée elle est conservée. Ça veut dire la chaîne carbonée du produit de la réaction elle est similaire à celle du produit de départ. Ça veut dire qu'on ne perd pas de carbone. Ce n'est pas comme les autres réactions qu'on va voir tout à l'heure. Donc, oxydation ménagée, ça veut dire conservation de la chaîne carbonée en passant du réactif de départ vers le produit de la réaction. Donc, on va commencer tout d'abord par les alcools primaires. Alors, donc, les alcools primaires, donc, parce que là, on va préparer les aldydes et les cétones. Et donc, là, ces aldydes et cétones, leur produit de départ ne sera pas le même, c'est sûr. Donc, pour préparer les aldydes, on va utiliser les alcools primaires, et pour préparer les cétones, on va utiliser les alcools secondaires. Ce sont des choses qu'on a vues en S4. Par contre, les alcools tertiaires, parce qu'il y a 3 classes d'alcools, il y a les alcools primaires, secondaires et tertiaires, comme les amines. Il y a les amines primaires, les amines secondaires et les amines tertiaires. Donc pour les alcools, donc seuls, je dis bien seuls, les primaires et les secondaires qui seront oxydés. L'alcool tertiaire n'est pas oxydable parce que tout simplement, le carbone qui porte la fonction alcool ne contient pas de H. Parce que pour avoir cette oxydation, il faut avoir au moins un hydrogène sur le carbone qui porte la fonction alcool. C'est le cas comment dirais-je, des alcools secondaires. On peut avoir 2, c'est le cas des alcools primaires. Donc ces alcools primaires, je répète, seront oxydés par plusieurs oxydants. On ne va pas donner tous les oxydants. On va se limiter dans 2 oxydants. Donc ce sont des rappels, ni plus ni moins. Ça c'est déjà vu, c'est déjà traité en S4. Le premier oxydant qu'on va utiliser, c'est de l'anhydride chromique. C'est le CrO3 en présence de la péridine. D'accord? Donc c'est un oxydant doux parce que là, dans ce cas-là, dans le cas des alcools primaires, on parlera d'oxydation douce. Parce qu'il y a 2 types d'oxydation. Il y a les oxydations douces, il y a les oxydations fortes. Ça veut dire des oxydations qui utilisent des oxydants très très costauds, très très forts. Là, le CrO3, ce n'est pas un oxydant fort. C'est un oxydant doux qui permet de transformer, je répète, l'alcool primaire en aldehyde. Autre oxydant qu'on a vu en S4, c'est le cuivre métallique. On peut utiliser aussi le cuivre métallique à des températures élevées, aux alentours de 300 degrés, et le résultat, je répète, ça sera la formation de l'aldehyde. Donc, ces oxydants, je répète, qui sont doux, ne permettent de s'arrêter au stade de l'aldehyde, parce que cet aldehyde aussi, il peut subir une oxydation. On verra. D'accord? Cet aldehyde, il peut subir une oxydation s'il est en présence d'un oxydant qui est très très fort. D'accord? Donc, pour s'arrêter au stade de l'aldehyde, là, il est indispensable d'utiliser des oxydants qui sont doux, tels que CrO3 péridine ou bien le cuivre métallique en présence d'alcool primaire. Le résultat, ça sera les aldehydes. OK? Donc, là, on va avoir un alcool un peu particulier. D'accord? Ce sont les alcools allyliques et les alcools benzyliques. Là, il n'y a pas d'insaturation. Dans notre premier cas, il n'y a pas d'insaturation. Ça veut dire que c'est une chaîne, comment dirais-je, saturée. Donc, il n'y a pas d'insaturation. Mais sachez qu'il y a des alcools qu'on appelle les alcools allyliques et les alcools benzyliques. C'est quoi ce mot allylique et c'est quoi ce mot benzylique? Les voici. Voilà un exemple. D'accord? Voilà un exemple. Donc, dans le cas où nous avons ce type de composé, donc on parlera d'alcool allylique,
voilà, OH, d'accord? Lorsque nous avons, parce que là, ici, donc, ici nous avons, comment dirais-je, la position alpha par rapport à OH, et ici nous avons la position bêta par rapport à OH. Donc on parlera d'alcool allylique ou bien alcool benzylique lorsque nous avons une double liaison en position bêta par rapport à la fonction alcool. D'accord? Donc voilà la position alpha, voilà la position bêta, et donc on constate que dans la position bêta, il y a une double liaison. Et dans ce cas-là, on parlera d'alcool allyliques qui peuvent être aussi primaires, hein, qui peuvent être primaires, hein, lorsque le R' égale à H et lorsque le R' différent de H. Donc on parlera d'alcool allylique primaire lorsque le R' égale à H, et on parlera d'alcool allylique secondaire lorsque le R' il est différent de H. Alors, pour ce cas particulier des alcools, qu'on appelle alcool allylique ou bien alcool benzylique, je donnerai la structure des alcools benzyliques, l'oxydant spécifique pour ce type d'alcool, c'est le MnO2, c'est le dioxyde de manganèse. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous utilisez les autres oxydants, il n'y aura pas d'oxydation. Et donc, il faut utiliser, je répète, le MnO2, c'est lui qui va nous permettre de faire cette oxydation et d'obtenir soit un aldéhyde dans le cas des alcools primaires, soit une cétone dans le cas des alcools secondaires. D'accord? Donc, je répète, c'est un oxydant qu'il faut utiliser dans ce cas particulier des alcools. Ça veut dire des alcools possédant, je répète, une double liaison en position bêta. Donc là, on parlera d'alcool allylique. Hein. On parlera d'alcool allylique. Donc pour les alcools benzyliques, tout simplement, on va changer la chaîne aliphatique par un phényl. Hein. On va changer la chaîne aliphatique par un phényl. Voilà ce qu'on appelle les alcools benzyliques. Voilà ce qu'on appelle les alcools benzyliques. Toujours avec un R' ici. Hein, qui peut nous donner soit des aldéhydes, comment dirais-je, soit des alcools primaires, soit des alcools secondaires. Donc là, on parlera d'alcool, hein, on parlera d'alcool benzylique. On parlera d'alcool benzylique. On parlera d'alcool benzylique. Donc ce sont des alcools, donc toujours, voilà la position alpha. Et regardez, dans la position bêta, il y a une double liaison. D'accord? Donc c'est une propriété, je répète, hein, qui nécessite l'utilisation, hein, d'un oxydant spécifique qui est le MnO2, et donc là, on va obtenir soit comment dirais-je, l'acétophénone, soit la benzaldéhyde. On va obtenir soit l'acétophénone dans le cas où le R' égale un méthyle, ou bien une benzaldéhyde dans le cas où le R' égale H. D'accord? Donc pour les alcools allyliques et les alcools benzyliques, je répète, là, il faut utiliser, je répète, cet oxydant-là, qui est le dioxyde de manganèse, pour réaliser cette oxydation, parce que je répète, en présence des autres oxydants, hein, l'oxydation n'aura pas lieu. L'oxydation n'aura pas lieu. D'accord? D'accord? Donc pour les alcools allyliques, donc, notez cette remarque s'il vous plaît, il faut utiliser le MnO2. Alors, on va continuer la préparation. Je répète, par rappeler le programme comment dirais-je, de S4. Alors, on a parlé des alcools primaires. Là, il faut voir les alcools secondaires. Donc, j'ai dit tout à l'heure que nous sommes en train de préparer les aldéhydes et cétones, et les réactifs de départ pour avoir ces produits-là ne seront pas les mêmes. On a vu que les alcools primaires mènent vers la formation des aldéhydes, et par conséquent, pour préparer les cétones, il faut utiliser les alcools secondaires. Donc les alcools secondaires aussi, on peut réaliser cette oxydation ménagée, dans laquelle la chaîne carbonaire sera conservée, et donc la même chose comment dirais-je, que les alcools secondaires, on peut utiliser soit un oxydant doux, tel que CrO3 pyridine, ou bien le cuivre métallique. Ah, donc là, j'ai mis uniquement CrO3 pyridine, mais sachez qu'on peut utiliser le cuivre métallique à haute température, à 300 degrés. D'accord? Mais une différence entre l'alcool primaire et l'alcool secondaire, c'est là. Hein? Donc, parce que c'est quel type d'oxydant ici, l'anhydride chromique pyridine? C'est un oxydant doux. C'est un oxydant doux. Mais
Pour les alcools secondaires, je peux utiliser un oxydant fort. Hein, la différence entre l'alcool primaire et l'alcool secondaire, c'est que l'alcool secondaire peut utiliser les deux types d'oxydants, que ce soit oxydant doux, que ce soit oxydant fort. Et le résultat sera le même. Le résultat sera le même. Ça sera l'acétone. Ok, ça sera l'acétone. Mais dans le cas, je reviens vers l'alcool primaire. R, CH2OH. Si j'utilise KMNO4 concentré, si j'utilise le K2, CR2O7 en présence de H2SO4. C'est un oxydant phare, je répète, c'est un oxydant phare qui permet de donner ce qu'on appelle l'acide chromique. C'est un acide qui est très très fort, H2, CR2, O7. C'est un acide qui est très très fort. Et donc, dans le cas de l'alcool primaire, si j'utilise cet oxydant, qu'est-ce que j'aurai comme... J'aurai l'acide. Très bien. J'aurai l'acide carboxylique. Ce n'est pas l'aldhyde. Par contre, dans les alcools secondaires, il donne l'acétone. Parce que tout simplement, en présence de K2CR2O7, en présence de K2CR2O7, K2CR2O7 en milieu acide, normalement, avant d'arriver à l'acide, j'obtiens l'aldhyde. Avant d'arriver au stade de l'acide, j'obtiens l'aldhyde. Mais comme le milieu contient un excès de cet oxydant, l'aldhyde, il est oxydé, en présence de H2CR2O7 vers l'acide. C'est une réaction d'oxydation de l'aldhyde, parce que je répète, l'aldhyde ne va pas résister devant cet oxydant fort qui est le H2CR2O7. Donc pour les alcools primaires, pour s'arrêter au stade de l'aldhyde, il faut utiliser uniquement un oxydant doux. Par contre, pour les cétones, on peut utiliser, je répète, on peut utiliser soit un oxydant doux, soit un oxydant fort pour obtenir l'acétone. Donc la différence est celle-là. Donc pour l'acétone, il est préparé par les deux types d'oxydants. Par contre, pour les aldydes, il faut utiliser un oxydant doux en présence d'alcool primaire. Très bien. Alors, autre réaction qu'on a vue en S4, c'est celle-là. C'est l'oxydation des alcènes. Cette oxydation, ce n'est pas une oxydation ménagée. Parce que tout simplement, on divise la chaîne carbonée sur 2. On coupe la double liaison. Donc, oxydation ménagée, on parlera d'oxydation ménagée lorsque la chaîne carbonée est conservée. Par contre, là, on ne peut pas parler d'oxydation ménagée. Donc, c'est une réaction qu'on a vue en S4. Et donc, en présence d'un alcène, qu'on peut oxyder par de différentes manières, on a vu ça en S4, on peut utiliser soit l'ozonolyse, on peut utiliser KMNO4 concentré HO. D'accord? Et donc c'est une réaction, donc je ne vais pas tarder là-dessus, donc qui va donner bof, ça dépend, bon, R1, R2, je n'ai pas précisé s'il s'agit d'un... Donc dans ce cas-là, on va obtenir un cétone, et donc on va discuter cas par cas. Alors, je vais prendre cet alcène. C'est un alcène qui est disubstitué. Moi, je suis dans le chapitre des aldydes et cétones. Qu'est-ce que je peux préparer comme produit à partir de cet alcène? Je vais préparer des aldydes. Par quel réactif? Rappelez-vous, lorsqu'on a parlé de l'ozonolyse, on a parlé de deux types d'ozonolyse. On a parlé d'ozonolyse normale, dans laquelle l'hydrolyse se fait avec H2O. On a parlé d'une hydrolyse réductrice, dans laquelle on utilise un réducteur qui est le zinc. Et donc ici, dans ce cas-là, il faut utiliser une ozonolyse réductrice. Ça veut dire qu'il faut utiliser le zinc qui va réduire l'eau oxygénée. Parce qu'il y a la formation d'eau oxygénée qui va oxyder l'aldyde en acide. Donc en présence du zinc, là, on va
s'arrêter au stade de l'aldéhyde. D'accord? Donc, pour un alcène de ce type-là, la présence d'un réducteur tel que le zinc, il est indispensable pour s'arrêter au stade de l'aldéhyde. Sinon, si on fait l'ozonolyse normale, qu'est-ce qu'on aura? Des acides. Ça veut dire l'aldéhyde, là, il sera oxydé par l'eau oxygénée pour donner les acides. Donc les aldéhydes, on peut les préparer à partir des alcènes en effectuant une ozonolyse réductrice. Par contre, si vous avez un alcène qui est tétrasubstitué, comme le premier cas, donc soit vous faites l'ozonolyse normale, soit vous faites le KMNO4 concentré, le résultat sera toujours l'acétone. On peut utiliser l'ozonolyse réductrice dans ce cas-là, ça veut dire dans le cas de l'alcène tétrasubstitué, mais ça sera une perte d'argent. Ça sera une perte d'argent parce que je répète là, donc avec l'eau, la réaction marche. Pourquoi aller rajouter le zinc? Ok? Donc, je répète, pour un alcène tétrasubstitué, donc soit la première réaction, soit la deuxième, mais pour l'alcène de ce type, ça veut dire où il y a deux H sur les deux carbones sp2, là, je répète, la présence d'un réducteur tel que le zinc, il est indispensable pour s'arrêter au stade de l'aldéhyde. Très bien. Autre réaction que nous avons vue, en S4, c'est celle-là. C'est une réaction qu'on a vue dans le chapitre des alcynes. Hein? C'est une réaction qu'on a vue dans le chapitre des alcynes, et plus particulièrement, c'est l'hydratation. Donc, rappelez-vous, en S4, pour cette hydratation, on a vu qu'on peut la réaliser de deux façons. Donc, soit un mécanisme qui suit l'addition Markov-Nikov, soit un mécanisme qui va suivre, l'addition anti-Markov-Nikov. Alors, on va commencer par celui-là. Donc là, c'est quel type d'alcyne ici? On a vu deux types Très bien, c'est un alcyne vrai. C'est un alcyne vrai. Un alcyne vrai, c'est un alcyne où, au moins, un carbone parmi les deux qui sont hybridés sp porte le H. Donc là, il s'agit bien d'un alcyne vrai qu'on va hydrolyser avec HgSO4 en présence de H2, H2O, H2SO4 ici, c'est pas un sel. Qu'est-ce qu'on aura ici? J'ai dit que... Oui, mais avant d'arriver à l'acétone... Non, parce que je répète, c'est une hydratation. Ça veut dire on va faire l'addition de H2O. On va avoir un alcool. Mais quel type d'alcool? Non, c'est un énol. Mais parce que tout à l'heure, avant de projeter la réaction, j'ai parlé de deux types de mécanismes. Soit une addition Markov-Nikov, soit une addition anti-Markov-Nikov. Là, Markov-Nikov, c'est une addition Markov-Nikov. Ça veut dire le OH va se fixer sur le carbone le plus substitué. Donc, on va passer par l'intermédiaire d'un énol. D'accord? Ça, c'est un énol qui n'est pas stable. On a parlé de ces équilibres céto-énoliques en S3. Et donc, cet énol va évoluer vers la forme la plus stable qui est l'acétone. Très bien, qui est l'acétone. Donc, juste, il faut rectifier parce que je répète, c'est une réaction qui se fait. Donc là, je reprends mon alcyne vrai. Donc, l'hydratation avec HgSO4 en présence de H2O. Là, je répète, c'est H2SO4 qui est utilisé, ce n'est pas sel. Donc, ça va donner, je répète, une addition Markov-Nikov. Donc, ça veut dire le OH va se fixer sur le carbone le plus substitué. H. Et donc, je répète, cet énol, c'est un énol. Là, il va évoluer vers la forme la plus stable, qui est la forme cétone, donc par retour des deux électrons donc de l'oxygène, et le départ de ces deux électrons qui vont capter le H ici, et voilà comment on peut préparer les cétones à partir des alcynes vrais. D'accord? Donc c'est une réaction qu'on a déjà vue en S4 et qui permet, je répète, de transformer l'alcyne vrai en cétone en passant par un énol. D'accord? La deuxième réaction qu'on a vue, je répète, c'est l'hydroboration. C'est l'hydroboration toujours des alcynes vrais. D'accord? Parce que là, donc, il faut
Il faut bien choisir l'alcyne, c'est un alcyne vrai. Donc l'hydroboration, suivie d'une oxydation en milieu basique avec le H2O2, ça va donner toujours un énol. Ça va donner toujours un énol, mais dans le carbone le moins substitué, c'est lui qui va porter le OH. C'est une addition anti-Markov-Nikov. Et ça va donner cet énol. Donc là, c'est une addition anti-Markov-Nikov. Et la même chose, ça va évoluer, je répète, vers, comment dirais-je, la formation donc, de l'aldéhyde. Et donc, c'est une méthode qu'on a vue pour préparer les aldéhydes à partir des alcynes vraies. Donc, vous voyez, c'est un rappel de ce que nous avons vu en S4, ni plus ni moins. Et donc, je vous conseille bien, s'il vous plaît, de bien réviser vos cours de S3 et de S4 pour pouvoir réussir ce qui vous attend en S5 et en S6. Autre réaction qu'on a vue en S4, c'est celle-là. C'est une réaction d'acylation de Friedel-Crafts. C'est une réaction que nous avons traitée dans le chapitre des produits aromatiques. C'est une réaction de substitution électrophile des composés aromatiques. Donc là, je vais prendre le plus simple, c'est le benzène, et dans laquelle je vais faire une réaction de substitution, je répète bien, c'est une réaction de substitution électrophile qui va utiliser le chlorure d'acide en présence d'un acide de Lewis. Le ASL3, c'est un acide de Lewis qui va capter le chlore du chlorure d'acide pour donner un cation, et ce cation va réaliser la substitution électrophile pour préparer donc pour préparer ici l'acétone. Donc on parle d'un R, donc là c'est une réaction de substitution électrophile aromatique que nous avons réalisée en SE4, que nous avons réalisé en S4. Et donc là on peut faire varier donc le R, donc chose que j'aimerais bien signaler. Donc là c'est une réaction, je disais, donc c'est une réaction de substitution électrophile qu'on peut réaliser sur le, comment dirais-je, le benzène. Et donc, lorsqu'il y a le CH3, lorsqu'il y a le CH3, AlCl3, donc je répète, le AlCl3 va jouer le rôle de la case de l'acide de Lewis qui va aller piéger donc comment dirais-je, le Cl pour donner CH3CO+. Et donc, c'est une réaction de substitution électrophile aromatique. Et donc, je répète, là, dans ce cas-là, on parlera d'une OCH3, on parlera d'une acétylation. D'accord? On parlera d'une acétylation lorsque le R égale CH3. Et on parlera de l'acylation, en général, lorsque le R est différent de... Parce que sur la vidéoprojecteur, j'ai parlé de l'acylation. D'accord? Cette acylation, il peut être une acétylation dans le cas où le R égale CH3. Dans le cas où le R est différent de CH3, on parlera d'acylation. On parlera d'acylation. Donc c'est une réaction, je répète, qu'on a vue en S4 et donc qui peut se faire soit sur du composé aromatique de ce type, tel que le benzène, soit sur des composés aromatiques activés ou bien désactivés. Ça veut dire, si vous avez un R donneur, il faut s'attendre à la formation de deux produits, un produit majoritaire et un produit minoritaire. Et si vous avez un noyau aromatique désactivé, là, il faut s'attendre à un seul produit, c'est la substitution de H qui est en position méta. Donc, ce sont des choses qu'on a vues en S4. Je n'ai pas le temps de vous les rappeler, et donc je vous conseille d'aller voir vos cours de S4. Ok? Donc, on va continuer donc par parler de deux réactions. Voilà, deux réactions que vous n'avez pas encore vues jusqu'à présent, mais le reste, c'est déjà vu, je répète, en S4, c'est cette réaction de réduction. Donc, deux réactions dans la préparation des aldéhydes et des cétones qu'on n'a pas encore traitées jusqu'à présent. La première, c'est la réduction de Reisman. C'est une réaction qui porte le nom d'un chimiste appelé Reisman, et c'est une réduction qui se fait sur un chlorure d'acide, en présence d'un système qu'on a déjà vu en SE4. H2 palladium Ba SE4. Où nous l'avons vu ce système? Très bien, nous l'avons vu dans le chapitre des alcynes, pour préparer les alcènes. Donc c'est un système qui permet d'hydrogéner uniquement la triple
pas la double. C'est un système sélectif. Il sélectionne entre la triple et la même chose ici. H2 palladium BaSO4, il réduit la fonction COCl, mais il ne peut pas réduire la fonction aldhyde, parce que la fonction aldhyde, on peut la réduire pour aller vers l'alcool. Mais je répète, ce système ne permet pas de réaliser cette réduction de la fonction aldhyde. Donc ce qui est sensible de faire, c'est que de transformer le chlorure d'acide en aldhyde, ce qu'on appelle la réduction de Rosnemann. Une deuxième réaction qu'on n'a pas encore traitée, ça va servir pour préparer les cétones. Donc la première, c'est pour préparer les aldhydes, c'est la réduction de Rosnemann. La deuxième, c'est pour convertir les nitriles en cétones. Selon le mécanisme suivant, donc on va prendre une fonction nitrile. Vous savez tout ce que c'est une fonction nitrile. C'est une fonction trivalente qu'on va revoir dans le chapitre 3, qu'on va traiter avec un organomagnésien. Cet organomagnésien, dans la première étape, il sera suivi par hydrolyse dans la deuxième étape. On va passer par l'intermédiaire de cette fonction. Cette fonction, c'est déjà vu dans le chapitre des amines. Évidemment, si vous avez révisé le chapitre des amines, c'est quelle fonction? C'est la fonction imine. C'est une imine non substituée. Parce que ça peut être substitué avec un R. Dans les amines, dans le chapitre des amines, on a parlé d'imine normale, ça veut dire non substituée, et des imines substituées. Là, on prépare une imine substituée. Alors, pour avoir l'acétone, on va faire l'hydrolyse avec le H3O+. L'hydrolyse avec H3O+, ça va nous permettre de préparer l'acétone. Donc, je répète, parmi donc, toutes les réactions qu'on vient de citer pour la préparation des aldhydes et cétones, il y a deux qui sont nouvelles. C'est la réduction de Rosnemann qui utilise le chlorure d'acide en présence d'un système d'hydrogénation déjà traité en S4 pour avoir les aldhydes. Et la deuxième, c'est l'action des organomagnésiens sur les nitriles pour préparer les cétones. Alors, j'aimerais bien signaler une chose pour la dernière réaction, qui est la chose suivante. Donc, pour le nitrile, je répète, on va le traiter avec un organomagnésien, avec R'-MgX. Et donc, je répète, en chimie organique, chaque réaction, il a un mécanisme. Et pour réussir ce mécanisme, pour le faire correctement, là, si je n'ai pas le chapitre des effets électroniques dans ma tête, je ne peux pas le faire. D'accord? Donc, on va faire le mécanisme tout de suite. Et donc, pour faire le mécanisme, je répète, il faut localiser les sites électrophiles sur les deux réactifs, n'est-ce pas? Ici, qu'est-ce que j'aurai? Delta-1, d'accord? Parce qu'il est lié à un métal qui est le magnésium. Et là, j'aurai un delta plus sur le ici, sur le nitrile. Delta-, il est où? Sur le N. Pourquoi? Parce que tout simplement, le N, il est hybridé sp, il exerce un effet électro-attracteur moins M. Et donc ici, j'aurai quoi? Un delta plus. Et donc la réaction, c'est très simple. Donc c'est le delta- qui va aller attaquer le delta plus pour avoir, qu'est-ce que je vais avoir? R, C, R', double liaison, N-, Mg, X plus. OK? Et donc, on a dit tout à l'heure que la réaction sera suivie par hydrolyse, avec H2O. Voilà. H. Et donc, là, vous avez un delta-, et là, vous avez toujours, c'est le même principe. Et donc, le N- va aller chercher un H parmi les deux pour donner l'imine. Donc, voilà l'imine, comment elle est formée. Voilà l'imine, comment elle est formée. Et donc, nous avons dit que cette imine sera hydrolysée avec H+, en présence de H2O. OK? Donc, c'est une hydrolyse en milieu acide, parce que l'hydrolyse, elle peut être normale comme elle peut être au milieu acide. Donc, ça peut être une hydrolyse normale avec de l'eau,
on prépare l'imine. L'imine sera hydrolysée avec H3O+, pour préparer, je répète, l'acétone, R', CO. D'accord? Donc, ce que je vais signaler ici, je vais signaler la deuxième étape. Ça veut dire, quand est-ce qu'on travaillera avec de l'eau et quand est-ce qu'on travaillera avec de l'eau acidifiée. Si vous cherchez l'imine, il suffit de faire l'hydrolyse avec de l'eau. Vous pouvez isoler l'imine. Si vous n'avez pas besoin de l'imine, la deuxième étape, vous pouvez la faire avec H3O+. Est-ce que c'est clair? Si vous cherchez l'imine, la deuxième étape doit être faite avec de l'eau uniquement. Mais si vous cherchez l'acétone à partir du nitrile, là, la deuxième étape doit être faite avec de l'eau acidifiée. Ça veut dire avec H3O+. Avec H3O+. C'est clair? Très bien. Alors, pour le mécanisme, je vais faire le mécanisme de l'hydrolyse au milieu acide de l'imine. D'accord? Donc, je répète, je travaille au milieu acide, donc en présence de H+, qui va jouer le rôle d'un cation, d'un électrophile. Là, il sera capté par l'azote. D'accord? Parce que toujours, là, vous avez ici un delta plus, et là, vous avez un delta moins. Et donc, qu'est-ce que j'aurai? C'est une réaction équilibrée. J'aurai R', doublisant NH+. OK? Très bien. Alors, après, l'eau va intervenir. L'eau va intervenir en tant que nucléophile. Parce que celui-là, cet intermédiaire ici, il a une forme limite. Il a la forme limite suivante. R', C, N, H, plus. Et là, la forme limite suivante, qui est la forme la plus stable. D'accord? Et donc, l'eau, il va intervenir en tant que nucléophile en attaquant le carbone, et les deux électrons que vous avez là vont aller sur la case vide de l'azote pour donner, qu'est-ce qu'ils vont donner? Donc ils vont donner R', oui, NH. Oui, il manque un H, oui, il manque un H, oui. C'est vrai parce que le premier H, c'est celui-là, le deuxième, il est où là? On l'a pas mis. Ok? Ce H bleu, on l'a pas mis. Donc il faut le rajouter ici. Très bien, merci pour la remarque. D'accord? Et donc, je répète, l'eau, il va intervenir en tant que nucléophile. Il va intervenir en tant que nucléophile pour avoir C, n'est-ce pas? Je vous écoute. Le C sera lié à O, H plus, oui. Ensuite, NH2, c'est bien ça? NH2. NH2. Très bien. Et donc la réaction va continuer, parce que ici, là, le H+ qu'on a utilisé ici, c'est un... Très bien. C'est un catalyseur qu'il faut récupérer à la fin de la réaction. Donc ce qui va se passer, c'est que les deux électrons de l'azote, qui sont là, vont aller capter un H ici, pour avoir R', C, N, H3+, et là, OH. Très bien. Et donc le mécanisme va continuer par le retour d'un des deux doublés et le départ de l'ammoniac. Donc moins l'ammoniac, moins NH3, ça va donner R', C, doublisant OH, plus. OK? Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Par quoi on va terminer le mécanisme? Très bien, par récupérer notre catalyseur, par récupérer notre
catalyseur. Donc là, la réaction, je répète, on va la terminer. On va la terminer par récupérer notre catalyseur, hein, parce qu'un catalyseur en chimie organique, ça va servir, je répète, pour activer, pour initier la réaction, mais à la fin, il faut le récupérer. Et voilà, donc en éliminant ce H+, ce H+, je répète, voilà, je vais former l'acétone. Donc voilà le mécanisme de la formation de cette cétone à partir des nitriles en présence d'un organomagnésien. C'est un mécanisme qu'on reprendra, je répète, en travaux dirigés. C'est un mécanisme qu'on reprendra en travaux dirigés, évidemment au cours de la semaine prochaine peut-être.